Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Rejoignez la communauté francophone de l'AC Milan en vous abonnant à notre chaîne en dessous de la vidéo et activez la cloche pour être averti de la sortie de nos émissions. Avant de revenir sur la victoire face à Cagliari à l'extérieur de l'AC Milan hier soir, nous allons revenir sur le match en milieu de semaine face au Torino en Coupe d'Italie. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Théo, de ce match ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, Guillaume, Milan qui affrontait le Torino pour les huitièmes de finale le 12 janvier. Bon, globalement, un gros turnover organisé par Pioli. Il est de mise forcément parce que la saison est longue, mais ça nous a permis de revoir un Musacchio sorti du placard, Calabria qui était titulaire au milieu de terrain, le retour de Zlatan titulaire également. Bon, globalement, le match était extrêmement long. Les trois quarts des grosses équipes de la Juve à l'Inter, en passant par Milan, du coup, sont allés jusqu'aux prolongations et même jusqu'au penalty pour le Milan, qui aura dû attendre un penalty loupé de Thomas Rincon, puisque le joueur du Venezuela loupe son quatrième penalty et victoire donc 5-4 au penalty du Milan AC. Une qualification très laborieuse. Pas grand-chose à retenir de ce match tellement les conditions physiques et ce qu'on a vu sur le terrain étaient difficiles. En revanche, Gigio Donnarumma a pris un rouge sur le banc pour une contestation à un moment avec l'arbitre. Il sera donc indisponible pour le quart face à l'Inter. Donc Tataruzano qui reprendra du temps de jeu face aux Interistes. Et donc voilà, cette qualification à l'arraché en huitième de finale au tir au but. De bonnes prestations dans cette rencontre, Kalulu et Tatarusano, non, qui se sont un peu illustrés. Ouais, Kalulu qu'on a eu l'occasion de voir au poste de latéral droit, aussi performant que ce soir, si ce n'est que voilà, on a cette confirmation qu'il est réellement capable de jouer à deux postes. Musacchio qui était donc là pour ce rôle de composition, le premier match sur ce début de saison pour l'Argentin. Et puis voilà, on a vu d'autres bonnes performances. Leao aligné au poste de numéro 10, Brahim Diaz pardon, au poste de numéro 10, Leao titulaire. Donc nous, on a vu des belles choses, mais c'était un match très laborieux quand même sur la finalité parce qu'on a dû attendre la 120e pour se qualifier. Très bien. Merci Théo pour cette petite chronique sur le match de Coupe d'Italie. Donc du coup, le prochain tour sera le 27 janvier dans un derby face à l'Inter Milan. On va revenir à présent du coup sur la rencontre qui nous intéresse. Il s'agit de la victoire du Milan 2-0 avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic tout d'abord sur penalty à la 7e minute, puis sur un magnifique service de Calabria à la 52e minute. Pour faire le débrief avec nous deux, Théo, nous avons un petit revenant qui revient, c'est notre ami Yann. Salut Yann. Salut tout le monde, quel plaisir d'être de retour. Et Il bah revient de du coup, parmi les morts. C'est extraordinaire. et du coup, tu vas pouvoir enchaîner, Yann, et nous dire ce que tu as pensé de cette rencontre. Oui, voilà, match face à Cagliari, déplacement à Cagliari qui est pour moi jamais un déplacement facile jusqu'en Sardaigne. On partait avec des mauvaises nouvelles qui sont arrivées hier ou avant-hier où on nous annonçait que Çalhanoğlu et Théo venaient aussi être absents dû au virus. Donc, on partait pour moi avec en plus un jour de retard. On a voulu retarder un maximum le retard pour pouvoir faire des tests PCR encore au dernier moment pour voir si tout à coup on pouvait récupérer un Rebic ou un Krunic, ce qui n'a pas été le cas. Et on débute à Cagliari, donc déjà c'est un grand déplacement jusqu'en Sardaigne. Le match, on le débute très bien avec pour moi le bon état d'esprit. On voit Brahim tout de suite très très en forme, malgré un Nainggolan qui fait un super match pour moi. Donc c'est à la 5e minute où Brahim part assez rapidement et met une super passe pour Ibrahimovic. Et là, c'est toute l'expérience de notre joueur suédois devant, qui arrive à parfaitement mettre son corps entre le jeune défenseur du Cagliari et le ballon. Et là, le jeune défenseur du Cagliari tombe dans le piège d'Ibrahimovic et le pousse, et ce qui donne un premier penalty transformé par Ibrahimovic. J'avais cru que c'était Kessié qui allait reprendre les pénaltys, mais Ouais, finalement, Zlatan s'est dit, écoutez, il a là, voulu ça fait faire quelques mois que justice. je ne marque plus, les gars. C'est moi qui vais me charger de transformer ce penalty. Donc, à la 6e minute, c'est 1-0 pour les Rossoneri. Et ensuite, petite mauvaise nouvelle pour les Rossoneri, le match, il y a le poteau de Calabria, notamment à la 36e minute, Calabria à la 24e, qui nous fait aussi une spéciale Calabria. Son tir depuis l'extérieur de la surface, un peu Oui. excentré, où Cragno doit sortir à la parade. Petite mauvaise nouvelle à la mi-temps où Kier sort pour Kalulu. Je n'ai pas exactement les informations sur l'état du Alors on tourne, Danois, mais on n'a pas les informations. Oui.
C'est On a la nature de la blessure, ça le rendra indisponible pour le match face à l'Atalanta. Dans tous les cas, c'est une certitude. Mais de mémoire, c'est, euh, c'est par rapport à la scoliose, j'ai un doute. Ah voilà, je vais vous trouver le nom, c'est une lomboscatalgie. D'accord. Donc il est problème au out pour dos. l'Atalanta dans tous les cas, mais il sera de retour après. Et ouais, non, nouvelle blessure Ouais, contraignante. c'est une nouvelle Ouais. mauvaise nouvelle pour moi. On l'a vu en début de match, peut-être un peu à côté sur certaines interventions qui nous avaient pas habitués à ça et ça sorti à la mi-temps m'a un peu fait comprendre qu'il devait y avoir un problème avec le Danois. Et ensuite, 52e minute, une longue transversale de Calabria qui a fait un excellent match ce soir pour Zlatan qui, de nouveau, avec un super contrôle, des supports qui sait, qui a un équilibre parfait dans ce qu'il fait, qui arrive à contrôler du droit, faire quelques pas en avant, à tenir en arrière le défenseur qui revient sur lui, je ne sais plus si c'est Godin ou quelqu'un d'autre, et ensuite la mettre du gauche dans le petit filet de Cranio, absolument magnifique. Donnarumma qui va sortir un super arrêt à la 62e minute et ensuite l'entrée, la masterclass de Salmakers qui rentre à la 66e minute, qui se prend le premier carton jaune à la 68e minute, qui se prend le deuxième carton jaune et donc le rouge à la 74e minute et fin du match et qui sera donc aussi suspendu pour le match face à l'Atalanta. Et les Rossoneri se contentent ensuite d'essayer de tenir le résultat jusqu'à la fin du match. Donc bon match de nos joueurs. Les mauvaises nouvelles, ce sera les absences de Kier et de Romagnoli. Salamakers pour le prochain match. Et Et Romagnoli j'espère aussi. qu'on… Romagnoli qui sera out vu qu'il est suspendu à la suite de son jaune. Il était sous la menace d'une suspension. Donc on risque de voir Tomori débuter d'emblée face à l'Atalanta aux côtés de Kaloulou puisque Gabia est aussi out. Donc à moins de voir un caissier peut-être au poste de défenseur centre ou un Tonali, ça risque, si le transfert de Tomori est bouclé, de voir un Tomori Kaloulou. Une autre information dans cette victoire, quand on regarde les statistiques, et je crois que ça faisait depuis 5 ou 6 matchs que Milan ne gagnait plus ses duels. Retour de Zlatan, qui dit retour de Zlatan, dit Milan et gagne beaucoup plus de duels que ses adversaires. C'est singulier, enfin, pas singulier, mince, faut que je trouve le mot. C'est représentatif, Théo, du match du Suédois. Quel match, ouais, encore une partition technique qui est folle. Il a un tel panel dans sa besace, c'est extraordinaire. Il court beaucoup encore sur ce match-là. Il a muselé Godin. C'est un match très bon du Suédois. Après, si on s'étend un peu plus sur tout ce qui s'est passé durant la rencontre, parce que je repensais à ce que disait Yann, on a tapé 14 fois le poteau en championnat depuis le début de saison. Aucune équipe ne fait pire. Donc, certains parlent des pénaltys qui sont attribués au Milan AC. Je tenais aussi à souligner cette malchance qu'on a sur les poteaux. Aka n'était pas là, mais Calabria a pris le relais pour ce qui est de frapper les montants ce soir. Maintenant, voilà, pour revenir un petit peu sur l'arbitrage, c'est encore un match comme face à Benevento où je suis pas forcément à l'aise avec ce qui s'est passé. Abisso a pour moi pas été bon. Le rouge sur Salesmakers est mérité, il n'y a rien à dire. Bon, son entrée est catastrophique. Il montre en 8 minutes qu'il n'était pas dedans. Il n'y a rien à dire. Le C'est rouge fait à pas. son jeu. Ouais. Mais c'est le penalty qui n'est pas sifflé pour Cagliari aux alentours de la 80e. C'est Sotil qui est attaché par Brahim, qui est ceinturé. Il y a penalty. C'est inévitable. Je pense que quand on se bat pour qu'il y ait le moins d'injustice possible en Serie A, notamment en termes d'arbitrage, c'est le minimum de bonne foi d'admettre que ce soir, l'arbitrage n'aura encore pas été à la hauteur et être avantagé dans ce genre de match, c'est ce qui me rend le plus mal à l'aise derrière mon écran. Moi, ce qui me rend mal à l'aise, c'est l'utilisation de la VAR là-dessus, parce que je pense que les deux actions, donc on part du rouge, parce que je crois que quand il y a un carton rouge, on peut demander la VAR. Donc C'est Je ne crois pas le, deuxième le- jaune, non? là, Voilà, sur c'est un ça. deuxième jaune. L'utilisation de la VAR pour un rouge, c'est si il y a le carton jaune initialement et si l'arbitre souhaite revenir sur sa décision et juge que la gravité de la faute est telle qu'elle mérite un rouge direct, c'est dans ces cas-là. Là, Moi, c'était un deuxième jaune. Moi, je suis Et, plus mesuré sur la valeur de ce deuxième jaune parce que je la trouve très sévère. Quand tu vois le nombre de fautes qu'il a fallu
au défenseur de Cagliari, je crois que c'est Castrovilli, un truc comme ça, pour qu'il ait enfin son jaune à Castrovilli, il est à la Flo, hein. Il est à la Fiorentina, hein. Tu parles de Alors, Cecchettelli peut-être en centrale. ouais, voilà, Capitelli. celui qui a pris son jaune à la 83e ou 85e, alors qu'il a fait plein de fautes tout le long du match. Moi, je pense que pour le coup, pour Selmakers, autant le premier, il n'y a rien à dire. Autant le deuxième, je pense qu'il y a aussi, je pense que c'est dû au fait à la contestation sur le premier jaune, où je pense que l'arbitre n'a pas aimé l'attitude du Belge. Et du coup, bah, voilà, il se fait un peu justice sur la faute qui a lieu 8 minutes plus tard, en sanctionnant le Belge, en le renvoyant dans la vestiaire, parce qu'il n'a pas aimé l'attitude du Belge sur son entrée en jeu. Je vois que ça, parce que franchement, la faute, oui, il y a faute, mais il n'y a jamais deuxième jaune. Ça, tu peux pas dire le contraire, Théo. Et en revanche, sur la faute dans la surface de réparation du Milan, moi, ce qui me dérange, c'est que justement, parce qu'on voit la faute, mais après, comme on voit aussi, c'est d'abord le joueur de Cagliari qui prend le maillot de Brahim. Après, Brahim fait vraiment une faute bête et puis va jusqu'au bout de sa bêtise en faisant tomber le joueur de Cagliari. Il aurait mérité intervention de la VAR sur cette action pour être voilà, honnête avec lui-même. Mais je pense que c'est avant tout une compensation. Mais oui, l'arbitrage encore s'est fait dépasser dans les dernières minutes du match. Yann, tu voulais réagir? Ouais, moi je voulais réagir sur le deuxième jaune de Salmakers. Tu dis que pour toi, il n'y a pas jaune, mais pour moi, c'est clairement. En tout cas, quand il y a eu faute, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'arbitre ne sort pas directement le carton jaune. Je pense que dans sa tête, il se dit quand même, mince, je dois sortir un deuxième carton jaune qui sera synonyme de carton rouge. Mais pour moi, et je me suis dit devant mon écran, ah, il ne sort pas le jaune parce qu'il se dit qu'il y a qu'un deuxième carton jaune donnerait le rouge. Mais parce que pour moi, une faute comme ça, quand le joueur repart et qu'il y a les bras qui traînent, même si après, juste derrière, il lève les bras, pour moi, c'est carrément une faute qui mérite un jaune. Et C'est l'intentionnalité, ouais. ça montre pour moi un peu le manque d'expérience peut-être de notre équipe et de nos joueurs. Et là, en l'occurrence, c'est Salmakers qui a payé les frais. Mais pour moi, quand on rentre, qu'on prend déjà un jaune, on n'ose pas. C'est interdit sur une action qui repart depuis très, très loin de nos buts, faire un geste de la main pour tenir les joueurs. Parce que pour moi, c'est inévitable dans le règlement du foot. Tu poses tes mains comme ça sur le joueur, c'est jaune. Et là, pour moi, l'arbitre fait la bonne décision. Yann le dit très justement, c'est l'action de jeu en fait. Tu peux pas, avec une telle intentionnalité sur le départ de Salesmakers, ne pas siffler rouge. Il est à 80 mètres de ses cages, donc déjà il y a une part d'inexpérience, ça c'est très justement relevé. Mais dans l'intentionnalité, tu essayes de repasser deux fois par-dessus le joueur qui t'a déjà pris de vitesse, tu mets deux fois les bras, c'est pas parce que tu les as levés à la fin que la faute elle doit être annulée pour autant. Donc non, on ne l'a vraiment pas senti pas dedans. Et moi, ce qui me frustre d'autant plus, c'est que c'est un joueur donc, qui a été blessé pendant les 4 dernières rencontres, dont on a besoin, qui est meilleur que Castillero. Et le voir jouer 8 minutes pour ça, c'est frustrant. Je pense que le regard noir de Pioli veut tout dire quand il prend ce rouge-là. On n'a pas besoin de ça, quoi. C'est un joueur qui prouve, qui est très important dans notre 11. Sur une entrée de match comme ça, où il remplace un Hogue qui a été fantomatique, s'il peut au moins avoir le mérite de tenir la baraque sur les 30 dernières minutes, c'est le strict minimum. Là, il nous a juste embêté et forcé à jouer un point moins offensif sur la fin de rencontre. Heureusement que l'entrée de Maïté consolide le secteur défensif derrière, parce que c'est une faute qui est clairement inutile. On doit se passer de ce genre de faute, quoi. C'est pas un duel à 2 contre 1 à 15 mètres des cages. C'est un corner sortant à 80 mètres des buts de Gigio. On a largement le temps de le voir venir. Très bien. Et ben, on va passer désormais aux prestations individuelles de nos Milanais. Messieurs, quels sont vos tops On va commencer avec toi, Yann. Alors, mes tops du soir, je vais commencer par Brahim. Brahim, que j'ai souvent mis dans mes flops ces quelques derniers temps, enfin pas ces quelques derniers matchs où j'étais absent, mais avant ça, lorsqu'il était aligné aux côtés d'Akan. Et puis là, ce soir, il me fait comme les quelques derniers matchs qu'il a fait, des matchs absolument incroyables, où il est très très rapide. Nouveau, c'est un joueur avec un sort de gravité très bas, qui est très très difficilement bougeable sur le terrain. Et une fois qu'il est lancé, qu'il a passé, qu'il se retrouve face au dernier rideau défensif de Cagliari, il est d'une rapidité, il va très vite et il a avec sa technique, son pied gauche, il arrive à trouver d'incroyables ouvertures, comme par exemple, je pense à l'assist qu'il fait pour Ibrahimovic sur le penalty. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant et on voit que c'est un joueur qui prend confiance, qui monte en puissance. Et il faut le rappeler, il est très très jeune, Brahim. Voilà, Il a c'est ça. 21 ans, si je ne me trompe pas.
c'est tout à fait normal qu'un jeune joueur comme ça, en intégrant un nouveau système de jeu, soit dans les flops au départ, n'arrive pas forcément à s'acclimater. Mais on le voit, qu'en laissant du temps, qu'en donnant confiance à de jeunes joueurs comme ça, eh ben, on les retrouve 1 mois, 2 mois plus tard dans les tops parce qu'ils ont réussi à s'acclimater. Et j'ai jamais eu aucun doute sur les qualités techniques du joueur. Après, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en compte souvent dans le foot et on passe très souvent à côté de ça, je trouve. C'est qu'il a besoin de s'acclimater. Il vient d'un autre pays, déjà premièrement ça, la barrière de la langue, les différences tactiques mises en place par Pioli dont il n'a pas l'habitude. Et là, gentiment, on voit qu'il prend son pied. Et là, c'est pour ça que je le mets ce soir en numéro 3 de mes tops. C'est un vrai footballeur, voilà, comme tu l'as dit, il a vraiment des qualités techniques qui sont au-dessus de la moyenne. Après, moi je soutiens ce que tu dis sur le fait qu'il ne faut pas oublier l'âge qu'il a et que tous les attaquants, tous les joueurs ne sont pas des Haaland ou des Mbappé. Il y a aussi ces joueurs-là qui sont pas beaucoup moins bons, mais qui sont forts aussi, mais voilà, qui ont besoin de progresser au fil des années, d'avoir 20 ans, 21 ans, aura son prime peut-être aux alentours de la 24-25 ans, mais pour l'instant, il est encore en phase de progression, Brahim. Il est en prêt, il a vraiment du temps de jeu, c'est agréable de le voir jouer, c'est vraiment un joueur qui est plaisant à regarder jouer. Après, il manque encore cette justesse dans le dernier geste. On voit qu'il, voilà, c'est pas toujours très lucide, mais là, sur ce match-là, on ne peut pas lui reprocher grand-chose là-dessus parce qu'il apporte cette passe magnifique pour Zlatan qui obtient le penalty ensuite derrière. Donc, mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas être faut être indulgent en fait, au contraire avec Brahim, lui laisser le temps. On verra dans le débat du jour ce qu'il adviendra de son avenir à Milan. Pour moi, en numéro 2, c'est Calabria. Calabria qui est le début de saison. Encore aujourd'hui, il marque l'autre jour contre la Juventus. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, à la 24e minute, il nous sort une spéciale Calabria. Hein, c'est sa frappe mystique un peu excentrée sur la droite où il cherche le petit filet opposé. Là, c'est Cranio qui doit sortir le ballon avec une belle claquette. Ensuite, il nous met aussi un poteau où c'est lui qui se fait presque l'action tout seul. Hein. Il monte, il arrive à trouver un 1-2 avec Kessie dans la surface et il va faire un poteau du gauche, je crois, si je ne me trompe pas. Qui fait presque poteau goal, mais qui malheureusement ne rentre pas. Et ensuite, il nous offre une passe absolument somptueuse pour Zlatan sur le but du 2-0. Donc, quelle chance de pouvoir compter à droite sur un Calabria. Et quelle chance aussi de devoir avoir certains débats que je vois parfois sur Twitter, à savoir qui est plus fort entre Kalulu et Calabria, parce que je vois le débat de personnes qui seraient presque prêtes à vendre leurs parents pour dire que l'un ou l'autre est plus fort. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment se rendre compte à ce niveau-là, au niveau de ce débat, c'est qu'on a deux latéraux qui sont capables de jouer à d'autres postes. On a vu Calabria en numéro 6, on a vu Kalulu en défenseur central. On a deux joueurs vraiment de très très grande classe et qui méritent les deux leur place de titulaire pour moi dans cette équipe. Théo. Tu parlais de ça, je pense que ça relève plus largement de l'analyse qu'on a du football moderne, où j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure quand on aime un joueur. Soit on est incapable de l'apprécier dans le club où il est et on veut absolument le voir évoluer dans un autre club, soit un plus grand club, soit un meilleur. Je prends l'exemple de Jadon Sancho, qui, selon une immense partie des fans de Dortmund sur les réseaux sociaux, devait aller à United pour être absolument la nouvelle pierre angulaire des Red Devils. Ou comme là, on est incapable d'apprécier l'apport de ces deux joueurs-là, qui est différent. Kalulu et Calabria ne sont pas du tout les mêmes joueurs. C'est vraiment un problème du football moderne, ça j'ai l'impression de tout le temps être soit dans la comparaison, soit dans l'envie de voir un joueur évoluer ailleurs, sans juste profiter de ce qu'il propose actuellement. Kalulu et Calabria proposeront jamais le même jeu, de par leur formation, de par la formation déjà enfin la formation prédestine déjà au rôle qu'ils vont avoir. Tu peux pas demander à Calabria d'avoir le même rendement, les mêmes capacités physiques qu'un Kalulu qui a été formé en centrale, qui a été formé à droite, alors que Calabria a dépanné de nombreuses fois au milieu de terrain. Enfin, c'est pas les mêmes rendements, pas les mêmes joueurs. La comparaison est juste tout bonnement inutile, je trouve. Merci Théo. Non, mais c'est vrai que tu as raison, Théo, là-dessus. Il faut savoir profiter de nos joueurs. On a une qualité vraiment en termes de profondeur d'effectif cette saison. Voilà, la guerre à la première place. Je pense que ni l'un ni l'autre demande d'être titulaire indiscutable. Ce sont deux joueurs qui ont vraiment le respect pour le club et qui font passer le collectif avant eux. Donc, je pense que la question ne se pose pas et il faut profiter des deux. On va revenir du coup sur ton dernier top, Yann, avec ton numéro 1.
Bah, mon numéro 1, qui d'autre, hein, il revient de longs mois d'absence. On l'a vu un petit peu en fin de match. On l'a vu un petit coup face à Torino. C'est Zlatan. Que dire? 39 ans, on se répète, hein, on se répète, On je se ne fais que me répète. répéter, mais 39 ans, il fait certains gestes techniques. Là, je pense à une remise pour, je crois que c'est Auge à un Zlatanesque, moment. c'est Zlatanesque. C'est Dalot ou Auge, ouais, ça part côté gauche. Ouais. Dalot ou Auge, je me souviens plus exactement, où il lève le pied à une hauteur absolument incroyable. Il est l'auteur, c'est lui qui vient se procurer son penalty grâce, comme j'ai dit avant, à un mouvement de corps, à une expérience dans la surface où il met vraiment en difficulté le défenseur, il le force pratiquement à faire faute sur lui. Il va porter sa paire aussi en allant tirer ce penalty. C'est un grand débat ces derniers temps où on lui reprochait un peu son inefficacité lors des tirs au but. Et là, il revient. Pour moi, le débat était clos entre lui et Kessie. Et il revient, c'est lui qui prend le ballon et qui va tirer son penalty. Et ensuite, le geste technique qu'il fait sur son deuxième but aussi, un contrôle, il reste dans les pieds, il arrive à mettre le défenseur qui le suit à l'amende. Je répète, il a 39 ans, il tape quand même un sacré sprint. Et ensuite, à bout de souffle, après ce sprint, il arrive encore à mettre un tir du gauche parfait dans le petit filet. Donc, que dire? Pour moi, c'est le numéro un, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Simply Zlatan. Merci Yann pour tes tops. Théo, je vais te demander les tiens à présent. Ouais, on va partir avec le numéro 3, Didio Donnarumma. Quel match encore du gardien, c'est fou. Je revoyais les stats, il a 227 matchs, le gardien formé chez nous. Il y a 80 clean sheets dans ces 227 matchs, ce qui est un ratio tout bonnement fou. Et il y a surtout 58 % de pénalty concédés, ce qui est le taux le plus faible d'Europe. Quel match encore ce soir, des arrêts décisifs, un face-à-face face à João Pedro Simeone qui vient sortir en faisant bloc avec son corps très bas. Euh, c'est un match encore solide du gardien italien qui joue souvent sur des détails, ce genre de match où tu peux, malgré la domination que tu as réussi à avoir en première période, voir toute ta dynamique relancée par un but à l'heure de jeu. Ça n'a pas été le cas. Une nouvelle fois ce soir avec un nouveau clean sheet de Donnarumma. Donc merci Gigio. Et non, très bon match encore une fois du portier italien. J'ai vu sur les réseaux sociaux pendant le match Walid Acharchour, le consultant des clubs du 5, qui mettait en avant le fait que peut-être Donnarumma n'était pas vu à sa juste valeur sur la scène européenne. Qu'est-ce que tu en penses, Théo? Est-ce qu'il est apprécié à sa juste valeur, le gardien? Non, je pense que Donnarumma est pas, ne peut, et avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'a pas encore le niveau pour être la vitrine de la Serie A. C'est un gardien qui est exceptionnel. Tout connaisseur du championnat italien sait ce dont il est capable et la longévité qu'il a surtout, parce qu'à 21 ans, il a plus d'une saison dans sa poche. Maintenant, peut-être que la Ligue des Champions la saison prochaine va permettre, comme tout gardien qui nous réserve de grandes choses, de voir un peu plus son talent exposé. Donc raison de plus pour le voir en Ligue des Champions l'année prochaine, avec, je l'espère, la tunique milanaise sur les épaules. Yann, Moi, je vous suis là sur le fait que c'est triste à dire, mais les gens ont souvent tendance à ne pas regarder forcément les championnats et un gardien comme Donnarumma devrait, pour moi, depuis environ 2 ans en tout cas, avoir sa place dans les tout meilleurs du monde. Mais malheureusement, le fait de ne pas être en Champions League, bah, on le voit c'est simplement moins, préjudiciable. et moins en couverture et du coup, on le voit simplement moins. Et je crois que c'est Zlatan cette semaine ou la semaine passée qui Ouais, disait c'est que, ça. que Donnarumma était un des meilleurs au monde et qui n'arrivait pas à comprendre que tel gardien n'est pas encore pu jouer la Champions League. Donc ça, on peut que remercier notre géant numéro 99 qui soit resté chez nous depuis toutes ces années. Une autre chose que j'ai envie juste de dire sur Donnarumma en vitesse, c'était que déjà, ouais, il est très jeune, ça tout le monde le sait, j'ai plus besoin de le rappeler, mais un de ses gros points faibles, on l'a souvent critiqué, j'ai vu beaucoup de journalistes revenir sur ça en disant que Donnarumma, il lui fallait progresser ça, c'est son jeu au pied. Et je ne sais pas si vous avez remarqué depuis ces derniers matchs, et ce soir, il fait quelques relances. Chaque relance au pied en l'air transversale, elle arrive
parfaitement dans les pieds du joueur. Ensuite, il a la capacité aussi de jouer avec Kessie ou Tonali qui reviennent très bas lorsqu'il reçoit un ballon en une touche de balle directement de mettre un plat du pied parfaitement dans les pieds, que ce soit du pied gauche, du pied droit. Et ça, c'est quelque chose chez les gardiens modernes. Je crois que c'est tous les plus grands entraîneurs qui parlaient d'un Neuer, d'Ederson, d'Alisson, l'importance du jeu au pied chez les gardiens, où on disait que Donnarumma était en dessous parce qu'il maîtrisait moins. Et il le fait parfaitement. Et ce soir encore, sur plusieurs occasions, où il arrive en une touche de balle à mettre un ballon sur Tonali précis ou de l'angle transversal sur Dalot ou Calabria. C'est des choses vraiment très, très appréciables. Et bravo Donnarumma pour cette progression. Très bien. Ton deuxième top, Théo? Mon deuxième top, c'est Calabria. Très bon match, encore une fois, du latéral droit, que j'ai trouvé juste dans les trois quarts dans tout son match. Même finalement, il n'y a pas une question de trois quarts ou de proportionnalité là-dedans. Ça passe en profondeur et d'une justesse. Ça me rappelle un peu cette passe de Bastoni pour Barella sur le derby d'Italie. Bon, le contexte n'est pas le même parce que sur le but de Barella, Chiellini était parti aux fraises. Là, il y a quand même le marquage duquel Zlatan doit se dégager. Il le fait remarquablement. Et si le but est annulé dans un premier temps pour une commission de hors-jeu, on se rend compte ensuite que Zlatan ne l'est pas. Mais la finition est tout bonnement folle. Et vraiment, c'est la saison, je pense que ce sera une saison marquante dans l'histoire du jeune joueur. Parce que voilà, c'est un joueur qui a été longtemps comparé, assimilé, bousculé par le lien et la relation qu'il avait avec Conti. Conti a disputé probablement ses dernières minutes avec nous ce soir. Il est en partance du côté de Parme. Et voilà, Calabria aura fait son trou cette saison, peut-être un peu plus même depuis la reprise post-Covid. Donc une année, je pense, pas prolifique, mais très importante qu'on peut largement bonifier parce que ça aura été la saison de la confirmation pour David et Calabria. Très bien. Et Et ton puis numéro 1? en première position, ça me semble inévitable, c'est Monsieur Zlatan, qui est devenu le premier joueur à marquer 12 buts lors de ses 8 premiers matchs joués en Serie A avec le Milan AC depuis un certain Van Basten. C'était lors de la saison 92-93. Ouais, c'est même la première fois de sa carrière qu'il marque lors de 9 matchs consécutifs. Et c'est aussi, pour finir sur ces florilèges de stats, son but annuel en 2021. Il a un but par année depuis 99. J'étais même 23 pas né jours. quand 23 Zlatan jours. Hein. commençait à marquer. C'est tout, c'est inhumain. Quel joueur. Et donc voilà, encore un match fou. J'ai pas la stat du nombre de kilomètres qu'il a parcouru. Je pense qu'on l'aura Beaucoup, beaucoup euh, ce soir. on l'aura pas ce montage et vous pourrez le constater par vous-même, mais c'est un joueur qui s'est encore une fois énormément dépensé sur le terrain ce soir, qui aura pu mettre son triplé si c'était mieux compris sur certaines actions, notamment avec Brahim Diaz, ou si Kranio sortait pas un bel arrêt à l'horizontale sur une frappe pied gauche qu'il Loin a du en triplé, deuxième période. Mais voilà, un retour efficace. Il rattrape les deux buts de retard qu'il avait sur Lukaku et Ciro Immobile. Maintenant, il faut aller chercher, pourquoi pas, le statut de capo canoniere, et pour l'instant détenu par Cristiano Ronaldo et ses 15 réalisations. Très bien. Et ben pour ma part, dans les tops, j'ai mis en troisième position Kaloulou pour sa très bonne rentrée. Dieu sait que c'était difficile de rentrer à la place de Kier, sorti sur blessure, on l'a dit à la mi-temps. Mais je trouve que le Français a vraiment bien géré et s'est mis dans les meilleures dispositions. Voilà, en jouant 45 minutes pour permettre de prendre quelques minutes avant le match face à l'Atalanta samedi à 18h. Voilà, serein, je l'ai trouvé bon. Il a une bonne complicité avec Calabria, je trouve aussi. Les deux s'entendent bien sur le terrain, combinent bien, jouent beaucoup, échangent beaucoup de passes l'un avec l'autre. Donc voilà, bonne prestation de Kaloulou en deuxième mi-temps. En deuxième, j'ai Calabria, voilà, pour tout ce que vous avez dit. Vraiment un très bon jeu. Il est un peu fatigué sur les 15 dernières minutes, je crois. Il fait deux erreurs un peu bêtes où il fait une passe dans l'axe dangereuse qui est repris in extremis par Kessié aux alentours de la 65e. Et puis quelques minutes plus tard, il se fait prendre dans le dos par Joao Mario. Heureusement que derrière, c'est bien couvert. Mais globalement, le match de Calabria, encore une fois, très bon. Il est vraiment au-delà de mes attentes et c'est pour ça en fait que je me prends pas la tête à avoir ce débat sur Twitter entre lui ou Dalot, entre Kaloulou ou Calabria. Pour moi, Calabria est un joueur qui est au-delà de mes attentes depuis 6 mois. J'en attendais vraiment pas beaucoup. Donc, tant qu'il est à ce niveau-là, arrêtons de bouder notre plaisir, j'ai envie de dire. Et puis, prenons plaisir à le regarder jouer. Voilà. Et puis, en première position,
le Z is back avec un grand Z, comme était le slogan de son arrivée à Milan en janvier 2020. Zlatan est de retour et Zlatan a de nouveau mis un doublé, son 5e cette saison en 7 rencontres pour une dernière stat sur le géant suédois. Voilà, à la 16e minute, un mouvement zlatanesque sublime. Et puis, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Sur l'ensemble de la rencontre, tu l'as dit, il était pas loin du triplé, mais il a fallu un bon sauvetage de Cranio sur d'ailleurs une belle passe de Aougué. Mais voilà, Zlatan fait du Zlatan et sa longévité est impressionnante et à souligner. Et c'est sans nul doute l'homme du match de cette rencontre. On va passer à vos flops, les gars. Théo. Ouais, je pense que c'est important quand même d'avoir un petit mot parce que malgré, encore une fois, la victoire, il y a des joueurs qui me déçoivent. Des joueurs qui me déçoivent. Et le premier, franchement, hein, j'ai beau le défendre, j'ai beau aimer ce qu'il apporte en Europa League. C'est pas ça en championnat. Et Jens-Peter Hauge, encore une fois, a été une déception ce soir. C'est un joueur dont j'attends beaucoup plus, qui parfois est trop frileux dans ses duels, dans ses approches de match. Et il n'aura pas été à la hauteur, le Norvégien, ce soir. J'espère que le retour très, qui va arriver bientôt de Leao va lui permettre de se remettre dedans. Le retour aussi de Rebic quand il sera négatif au Covid aussi. Mais le Norvégien m'a déçu ce soir. En deuxième position, j'ai Castillero, qui a pas été bon, encore une fois, assez frêle dans son jeu, dans ses intentions de jeu espagnol. Franchement, j'aurais pu le mettre en première position, mais il a eu au moins le mérite de rester sur le terrain avant d'être remplacé, ce que n'a pas fait Salesmaker, ce que je mets en première position de mes flops. J'adore ce joueur. Sincèrement, le Belge est un élément fort. Il a cette liaison dont on parlait dans les précédentes émissions. Il a vraiment une entente très forte avec Calabria qui permet au latéral italien d'équilibrer ses montées, son apport défensif. Mais ce soir, il nous aura plus pénalisé qu'autre chose. 8 minutes, 2 cartons jaunes. Franchement, si on n'a pas besoin de lui pour aller chauffer les douches en avance. C'est un très bon joueur. Et c'est dommage, le match qu'il fait ce soir, c'est vraiment dommage. J'en suis juste déçu. Je pense que il est bien plus que moi, mais je tenais à le rappeler dans un match où on avait le match, les clés, toutes les clés en main pour le gagner. Bien évidemment, on le gagne, mais ça aurait pu être pire si un penalty ou un but juste après son expulsion nous aurait fait douter sur les 20 dernières minutes. Très bien. Yann, tes flops, s'il te plaît. Ça va être plus ou moins comme je vais suivre Théo. Hein. En 3, je vais mettre Salmankers. Je n'enlève rien du tout au talent du joueur que j'adore, qui fait un début de saison incroyable. Mais là, pour moi, une entrée à la 66e, un premier jaune à la 68e, un deuxième jaune sur une faute qui est plus qu'inévitable pour moi à la 74e, c'est pas faisable. Donc pour moi, il fait partie des flops. Pour moi, c'est une faute professionnelle qu'il fait. Il est très jeune, on peut lui pardonner, mais il ne nous met pas forcément bien pour le prochain match face à l'Atalanta. Donc voilà pourquoi je le mets dans les flops. Rien à voir avec son talent. Hein. Son talent, on le sait tous, il est très fort, donc il n'y a rien à rajouter. Ensuite, je mets en deuxième position Aougué. Théo, on a déjà parlé. Hein. Il nous a montré qu'il savait faire de belles choses en Europa League, mais en Serie A, tactiquement, c'est plus compliqué. Comme avec Brahim, je pense qu'il faut être tout de même indulgent un peu avec ce genre de joueur qui est très jeune, qui vient d'un championnat quand même assez faible, malgré tout le respect que j'ai pour le championnat norvégien et son club de Bodo Glimt. Mais pour moi, c'est insuffisant sur ces derniers matchs. Sur pratiquement tous ces matchs où il a eu sa chance en Serie A, c'était pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'il est numéro 2 de mes flops aujourd'hui. Et pour moi, en flop numéro 1, c'est Samu Castillero. Le joueur, je suis pas convaincu par ce joueur. Il a certes quelques touchés de balle intéressants, mais c'est dur. À chaque fois qu'il a le ballon, il arrive à nous ralentir l'action. Il a touché de trop, un crochet de trop. Il a quelques petits éclaircies où d'un coup, il nous fait un petit mouvement technique intéressant. Mais je pense notamment à la 9e minute où il part pratiquement sur le côté assez seul, où il peut faire un centre facile pour Zlatan et il nous fait un espèce de paix mouillé de centre qui n'arrive jamais à Zlatan. Et c'est sur ce genre d'action, j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'il n'est pas au niveau pour notre effectif. Très bien.
Nous allons passer à présent au sujet du jour, messieurs, le débat du jour. Alors, on ne va pas traiter les nouvelles arrivées de l'AC Milan, tout simplement parce qu'on y dédiera une émission entière à la fin du mercato. Mais voilà, Mandzukic, qui a d'ailleurs pris le numéro 9, messieurs, il tentera Oui, voilà, choix fort. Ouais, choix fort et pleine d'assurance. On va voir s'il il vaincra cette malédiction du numéro 9. Mais voilà, donc Tomori, Meite et Mandzukic feront l'objet d'un débat, enfin d'une émission consacrée à ce mercato. Nous allons plutôt nous attarder aux joueurs qui sont arrivés cet été au Milan. Et l'heure est au premier bilan pour les joueurs concernés qui sont Kalulu, Dalot, Brahim, Aogué et Tonali. Donc certains sont arrivés pour un contrat de quelques années, comme c'est le cas de Kalulu et Aogué notamment, qui sont des transferts définitifs à l'AC Milan. Tonali a une option d'achat de 15 millions plus un bonus. Et enfin, Dalot et Brahim sont des prix secs, mais avec une possible négociation en fin de saison avec respectivement Manchester United et le Real Madrid. Donc, messieurs, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce qu'il faut penser et retenir de cette première partie de saison? On va commencer avec Kalulu, Yann. Kalulu, joueur que, comme vous le saviez, je crois que ça a fait l'objet d'un petit extrait sur Twitter, je ne sais plus, où je disais que ce genre de joueur qui n'avait pas encore d'expérience au niveau professionnel, c'était pas forcément le genre de joueur sur lequel fallait se pencher et fallait donner de l'importance. Et une fois de plus, hein, mon avis de footballeur du dimanche, tout le contraire s'est passé. C'est logique chez moi, j'ai l'impression. Mais ouais, non, super étonné par Kalulu, que je connaissais pas du tout avant son arrivée en Lombardie. Pour moi, masterclass, hein, de nos dirigeants, un joueur qui peut autant bien jouer à droite ou en centrale, qui a pour moi une marge de progression immense, qui est très jeune. Donc, pour moi, c'est très positif d'avoir un joueur comme Kalulu dans notre effectif. Et pour moi, c'est une top recrue à laquelle j'avais pas mis beaucoup d'espoir. Je vais pas mentir, je vais pas vous mentir. Quand on voit le montant qui est, je crois, on l'a recruté pour 400 000 euros du côté de Lyon, c'est une très bonne recrue. Théo, il a dépassé tes attentes? Ouais, très largement. C'est un joueur qui m'impressionne, qui a aussi cette fougue qui est très caractéristique des jeunes joueurs. Beaucoup d'innocence et beaucoup de prise de risque qui est assumée et qui n'est pas calculée parce que, il fait ses premiers pas. Je suis très content que Lyon n'ait pas saisi l'opportunité de son talent. Je pense à lui et à Rassiopi, qui est gardien au DFCO, les deux joueurs qui n'ont pas eu la chance de passer l'étape du groupe pro avec Lyon, qui sont ratés avec la Youth League et qui montrent que la formation lyonnaise est extraordinaire. Et pour revenir sur Kalou, c'est un joueur qui, en plus d'être polyvalent, parce qu'il ne m'a pour l'instant ni déçu au poste de central, ni déçu au poste de latéral droit, et à mes yeux, l'un des défenseurs, enfin l'une des recrues les plus pertinentes. Euh, Ça se joue quand même avec Brahim et Tonali, mais sur le fond, j'ai pas été déçu par ce joueur. Et là encore, l'entrée qu'il fait à la mi-temps pour un Simon Kerr, d'ailleurs, où c'est moins grave que prévu. Pioli pendant qu'on enregistrait l'émission, s'est confié au micro de Sky Sport après le match. Il a parlé d'une gêne qu'il avait déjà avant le début de la rencontre et pour lequel il a été préservé, d'où son changement. Donc c'est peut-être moins grave que prévu pour le Danois, ce qu'on espère tous. Mais toujours est-il que Kalulu est un joueur qui m'a toujours pas déçu de 1 et est très performant pour l'instant aux deux postes qu'on lui propose. C'est un joueur qui est assez drôle parce que quand il y a une interview qui est sortie de lui en français d'ailleurs pour Milan TV, on le voit assez timide, assez réservé. C'est normal hein, parce que c'est un joueur très jeune. Une anecdote qui était très drôle, c'est celle de Zlatan Ibrahimovic au sujet des gants. Parce que dans les vestiaires, quand il sortait avec ses gants, il lui disait mais là tu fais pas peur avec tes gants, t'impressionnes personne. Enlève tes gants, t'as pas froid, t'es un défenseur centre, tu dois t'affirmer. Et c'est ça, mais pourtant sur le terrain, on le voit, c'est un patron. Mais c'est vrai que dans l'attitude et tout, il y a ce côté encore jeune, presque immature, pour un poste qui, on sait, demande beaucoup d'expérience avant d'atteindre le haut niveau. Mais il a une aisance technique qui est incroyable. Il a déjà un niveau spectaculaire pour un joueur qui était, on le rappelle, destiné à la Primavera hein, dans un premier temps, avant d'apparaître dans le groupe pro à la suite du Covid de Gabia, des blessures de Kier et de Romagnoli. Il était vraiment arrivé là voilà, par un souci de manque de joueurs à son poste et il s'est totalement imposé dans cette hiérarchie.
Et maintenant, il est à la lutte vraiment avec Gabbia, mais je pense qu'il a une longueur d'avance désormais sur le joueur formé au Milan, avec cette troisième position dans la hiérarchie. Et en tout cas, c'est un énorme coup qu'a fait Paolo Maldini en recrutant Kalulu à Lyon. Yann, tu voulais ajouter quelque chose? Peut-être juste en 2 mots, peut-être aussi, on parle de son adaptation, de ses qualités techniques. Moi, je viendrai aussi sur ses qualités tactiques. Le championnat d'Italie, c'est un championnat pas du tout facile. Il a certes fait quelques petites erreurs de placement dans ses premiers matchs face à quelques vieux briscards de la Serie A, que sont Destro et je me souviens plus de l'autre. Mais c'est un joueur tactiquement, pouvoir s'imposer au poste de défenseur central en Serie A, c'est pas du tout une mince affaire. On a vu certains grands joueurs, grands défenseurs centrales arriver en Serie A et totalement se casser les dents sur les schémas tactiques et comment la Serie A a été organisée. Donc lui, avec son jeune âge, en arrivant, en n'ayant jamais joué un match professionnel C'est ça, du côté ouais. de la France et de pouvoir s'adapter si rapidement aux exigences tactiques de la Serie A, franchement, chapeau. Bah voilà, chapeau. On va passer ensuite à Diogo Dalot. Les amis, Théo, tu vas nous dire ce que tu as pensé de cette première partie de saison du Portugais. Ouais, je le mets dans la même case que Aogue, non pas pour une question de poste ou de choix affectif, simplement pour l'importance qu'ils ont selon les compétitions. Dalot a pour l'instant un match satisfaisant. Avec nous, c'était face au Sparta Prague pour son entrée dans la lice en Europa League. Et c'est un match où il a énormément profité des largesses défensives adverses et s'est montré un latéral très offensif et intéressant. Maintenant, voilà, force est de constater que depuis, le Portugais a beaucoup de mal à confirmer. Son match aujourd'hui est bon. Il est Il n'a pas été pas. mauvais. Ouais, il est en Moi, je l'ai demi-teinte quand trouvé, même. Il est en oui, demi-teinte quand même. moi, je l'ai trouvé efficace. J'ai pas, on va pas aller attendre le rendement de Théo Hernandez sur certaines choses, mais je l'ai trouvé efficace. Après, voilà, la question, c'est que c'est un prêt sec et que dans l'optique où Milan a tendance à avoir un recrutement qui se veut de plus en plus intelligent, notamment depuis que Maldini est là, je pense que le prêt est le meilleur moyen de savoir si un joueur a le profil ou non pour le Milan AC et que c'est pas l'excuse de la polyvalence qui doit justifier un achat. Un joueur qui peut dépanner à droite ou à gauche, s'il vous satisfait à aucun des deux postes, c'est pas cette polyvalence qui va quand même vous pousser à l'acheter. Donc j'attends de voir. Il reste encore 6 mois, mais pour l'instant, si on devait faire un bilan, je n'achèterai pas Diego Dalot pour la prochaine saison et je me concentrerai soit sur un latéral plus jeune, dont on connaît déjà la polyvalence et à ce moment-là l'acheter à un plus faible prix, ou retenter l'expérience du prêt, parce que comme on l'a vu avec Tonali ou avec Brahim, ça peut parfois être une expérience très pertinente pour révéler un joueur. C'est un joueur qui divise énormément au sein de la communauté milanaise. Certains en font une propaganda en l'ayant mis sur un piédestal comme quoi il était meilleur que Calabria. D'autres le détestent tout simplement et le trouvent vraiment nul. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Yann, sans en faire une propaganda? Est-ce que c'est un joueur avec qui on est vraiment peut-être trop dur? Est-ce qu'il mérite aussi plus de crédit? Je pense que c'est un joueur avec lequel on est assez dur. Après, en faire des propagandes, déjà, je suis absolument contre le mot faire des propagandes pour des joueurs de foot. Merci. C'est totalement un nouveau concept né de Twitter qui n'a absolument aucun sens pour moi et qui fait Le juste. FC tel ou tel joueur. Ah non, mais c'est C'est la absolument mort du quelque football, ce chose truc. Hein. qui me prend la tête et qui me rend triste de voir ce genre de choses, de propagande. Monter, t'es dans le bon wagon, t'es pas dans le bon wagon. Je pense que je suis devenu trop vieux pour ce Reste genre à de la gare. Hein. choses. Les années, les années ont eu raison de moi et ce genre de choses, je les comprends plus. Peut-être certaines personnes arrivent à comprendre, mais moi, je suis totalement dépassé par ce genre de choses. Bref, là n'est pas le débat. On parle donc de Diogo Dalot. Et pour moi, ce joueur, bah certes, je suis pas forcément fan du bonhomme. Je le trouve parfois assez maladroit. Après, c'est quelque chose, j'ai envie de dire en général notre mercato d'été comme bilan, c'est que tous les joueurs qu'on a achetés, on les a fait jouer. Ils ont tous été utiles. Donc un joueur qui a joué, c'est un joueur qui a été utile. On ne se retrouve pas avec des Halilovic ou des Ouais. Bakay Traoré, si on veut remonter plus loin, ou des Van Johnny ou des Gustavo Gomes. Je peux vous sortir une liste pas possible, mais des joueurs qui ont été des flops qui n'ont servi à rien. Là, même si parfois Dalot, pour moi, n'est pas forcément au niveau, c'est quand même un joueur qui est super utile. Je vous laisse juste imaginer quelques secondes qu'on n'ait pas Dalot. On serait vraiment plus qu'embêté pour combler les joueurs absents dus au virus, les joueurs absents dus aux blessures, dus à la répétition des matchs. Donc, certes, je ne le prolonge pas, je pense.
parce que je pense que United, au prix où il l'a acheté, ils ne vont pas non plus nous le donner pour rien du tout. Je pense que le prix va être quand même conséquent. Mais c'est un joueur qui a son utilité actuellement dans le club pour moi, même si ses prestations ne sont pas plus satisfaisantes que ça. Alors, moi, ce qui me dérange avec Dalot, sans que je déteste forcément le joueur, mais en fait, je trouve ni très bon, enfin, ni bon offensivement, ni bon défensivement. Parce que défensivement, il se fait quand même vachement prendre facilement, je trouve. Il est pas, voilà, il fait quelques interceptions au milieu de terrain, par-ci par-là, quand il y a des cafouillages notamment. Mais grosso modo, quand il y a un joueur assez technique face à lui, il se fait quand même assez facilement prendre. Après, pour moi, ça reste quand même une largement meilleure option qu'un Conti ou qu'un Ricardo Rodriguez au moment où on l'a laissé filer au Torino. Donc, la bonne formule de Maldini, et c'est là où il faut encore saluer le travail du directeur sportif du Milan, c'est de ne pas avoir mis une obligation d'achat ou même l'avoir acheté tout simplement 15-20 millions. Voilà, c'est un joueur qui est en prêt sec. On sera libre de négocier avec Manchester si jamais il nous fait une deuxième partie de saison spectaculaire. Mais pour l'instant, voilà, c'est un joueur, il est là, il est dans la rotation, il dépanne à droite et à gauche sans être calamiteux. Donc voilà, c'est un joueur d'effectif et je pense qu'il ne faut pas trop s'acharner là-dessus. Je ne dis pas qu'il faudrait le signer 20 millions l'été prochain, à l'instant T où je vous parle, mais c'est un joueur qui est aussi assez jeune, qui doit avoir 21 ans ou 22 ans, je crois. Donc il y a aussi une marge de progression et qui découvre un championnat dans lequel il n'a jamais joué. Donc ce qu'on applique à Brahim, on peut l'appliquer aussi à Diogo Dalot. Au sujet de Brahim, on en a déjà pas mal parlé dans l'émission avec Yann, notamment au moment des tops. Je vais te poser une simple question, Théo. C'est demain, on arrive à négocier 25 millions avec le Real Madrid en fin de saison pour pouvoir le signer. Est-ce que tu acceptes ou pas? 25 millions pour Brahim Diaz, actuellement. Alors, Yann disait quelque chose de très juste. La présence de Dalot cette saison nous sauve d'énormément de statuts, d'énormément de problèmes, parce que de par son statut qui peut jouer à droite ou à gauche en cas d'indisponibilité, de Covid ou de blessure, il dépanne. Pour Brahim, je suis plus sceptique. Quand il n'est pas là, Akan joue. Akan est très bon au poste de numéro 10. Sur les côtés, Rebic et Leao ou Salesmakers m'apportent entière satisfaction. Il reste donc le poste de numéro 10 quand l'international turc n'est pas là. Et c'est là qu'on sait que l'Espagnol sera un régal à voir. Maintenant, un peu comme Paqueta, quand il est mis sur un côté, c'est plus difficile, surtout quand Akan est là, parce que, comme on l'a dit lors des précédentes émissions, ils se bouffent un peu la feuille tous les deux, étant donné que leur registre technique et tactique est sensiblement le même. Donc 25 millions pour un joueur comme ça, je ne sais pas. Dans l'hypothèse où Akan ne serait plus un joueur du Milan, c'est la saison prochaine. Il va re-signer. Je pense que ce serait une option qu'on devrait considérer parce qu'on n'aura déjà pas la peur qu'il ne serait pas au niveau parce on l'aurait une saison pour nous. Mais j'hésiterais. Je pense que j'y réfléchirai à deux fois. Que le prix soit arrangé ou pas par le Real, c'est une question qui mérite plus de recul. Je pense que les 6 derniers mois vont être déterminants. Le retour de l'Europa League aussi. On avait vu un très bon Brahim Diaz. Donc, il faut encore du temps. Je pense que c'est trop tôt par rapport aux moyens, la complexité de notre effectif devant, le nombre de joueurs qu'on a qui est disponible pour décider de dire si maintenant il faut lever son option d'achat ou pas. Sans rentrer dans un débat profond sur quel joueur tu peux me proposer, Yann, en partant du principe que Akan reste et prolonge, est-ce que Brahim est une deuxième option derrière Akan qui est fiable à 25 millions? Parce que je reste sur cette optique de si on le prend, c'est aux alentours de ce prix-là. Est-ce que pour toi, on peut choper mieux pour 25 millions? Parce qu'on n'est pas obligé de lever l'option d'achat et peut-être que dans l'idée de Pioli, c'est si on garde la Ligue des Champions, si on chope la Ligue des Champions, pardon, eh bien, pour 5 millions, 10 millions de plus, on peut peut-être se payer un deuxième milieu de terrain offensif de meilleure classe que Brahim. Ou selon toi, un joueur qui est déjà intégré dans ce groupe, qui connaît du coup le groupe, la tactique de Pioli, et un joueur qui aurait sa place l'année prochaine pour 25 millions en tant que doublure de Hakan? Oh, tu me poses des sacrées questions, mais dans le sens où, comme le disait Théo, 25 millions, est-ce qu'on veut vraiment être 25 millions pour un joueur? Pour moi, j'ai presque l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que Kakan est le titulaire à ce poste-là.
Déjà, premièrement, 25 millions pour un joueur qui serait juste une doublure. Est-ce qu'on a envie de mettre ce prix-là à ce poste-là, ou est-ce qu'on n'aurait peut-être pas mieux d'investir cet argent sur des postes où on est peut-être encore un peu léger? Mais après, moi, je pense un facteur qui doit aussi rentrer en compte, Ouais. qui est très important, c'est Brahim. Est-ce que Brahim Diaz, qui a eu souvent, on en a parlé au Real, qui voulait être titulaire, qui cherchait du temps de jeu, est-ce qu'un Brahim accepterait d'avoir un rôle de doublure dans un effectif pour Milan, comme Milan est passé derrière Akan? C'est une autre question que je me pose aussi. Sinon, moi, au niveau du numéro 10, je ne sais absolument pas à quelle somme on se frotte, mais vous le savez tous, je suis fan absolu de Luis Alberto, Mm. El Mago. Je pense que ça serait beaucoup plus cher que 25 millions, mais dans l'idée Surtout d'avoir quand un on connaît numéro les 10. pinces que sont la Lazio, on était quand même sur 8 cargos et 27 Airbus pour lâcher Milinkovic Savic quand la Juve le voulait. Ouais, c'était J'imagine 80, même 120 pas, millions. Ouais. j'imagine même pas le prix de C'est Luis des prix, Alberto. ça serait des prix Mm. totalement autres, mais tu me poses une question comme ça pour un numéro 10. Là, un numéro 10 à une vingtaine de millions ou trentaine de C'est millions, j'ai ça. pas autrement Là, d'idée. le truc, c'est que c'est un joueur qui est jeune. Il a eu ses échecs, si on peut parler d'échecs. Après, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, en tout cas, à City et au Real. Il a commencé par quand même deux grosses pointures, quand même deux énormes clubs. Là, avec Milan, et on connaît un peu Hakan Çalhanoğlu maintenant, je pense que ce n'est pas un joueur qui va encore faire 4-5 ans à l'AC Milan, le Turc. Donc, je pense qu'à moyen terme, il peut se retrouver propulsé, bien sûr, s'il continue de progresser, à une place de titulaire. Après, quand tu dis est-ce que pour 25 millions, on ne peut pas peut-être renforcer un autre poste, si Brahim Diaz part, on va devoir rechercher un deuxième Hakan. On va devoir reprendre forcément un deuxième milieu offensif, parce que ce n'est pas un Meïté, ce n'est pas Kessié ni Tonali qui va jouer à ce poste-là. Donc du coup, on devra se reposer sur ce prix, enfin sur ce poste, je veux dire. Et donc le prix pour moi de 25 millions, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que je le lève, mais peut-être que en prenant en compte le fait que ça soit un super joueur de football et qu'il a encore une marge de progression énorme, moi je tenterai le pari avec l'accord du joueur si jamais il se tient à ce rôle de doublure. Et de toute façon, il aura encore plus de matchs à jouer. Si jamais on a des matchs le mercredi ou le mardi en Ligue des Champions, on ne mettra pas l'équipe B comme on le fait en Ligue Europa. Donc forcément que derrière, il y aura du temps de jeu pour un Brahim Diaz en Serie A pour des matchs de milieu de tableau ou fin de tableau. On va enchaîner avec le quatrième joueur assez vite parce que c'est un joueur dans lequel on a déjà bien parlé dans notre conseil de classe. C'est Sandro Tonali. Montée en puissance de joueur, Yann. Grosse montée en puissance. Peut-être on en attendait peut-être un peu trop au départ. On va pas se mentir. Il est arrivé un peu comme c'était notre recrue phare du mercato. C'était vraiment le petit Parce que tout chouchou le de monde tout le se monde, je l'arrachait, pense. ouais. C'est ça. C'était vraiment le chouchou de chaque supporter de Milan. On a eu de la peine à se l'avouer au départ qu'il n'a pas fait un mauvais début de saison. Pour moi, faut être lucide. Faut se le dire. En Il tout n'a cas, pas en fait dessous des attentes, ouais. il a fait un début de saison en dessous des attentes. Après, c'est un joueur jeune. Il a besoin de temps de jeu. Comme Brahim, il a besoin d'une certaine stabilité. On le voit depuis l'absence de Benacer. Pour moi, il monte clairement en puissance. Peut-être une petite contre-performance lors de son match où il fait un rouge, là, où c'est de nouveau peut-être une petite faute d'inexpérience. Mais c'est un joueur qui monte en puissance. Et pour moi, un talent italien comme ça, que tout le monde s'arrachait, qui a quand même fini meilleur jeune la saison passée, c'est un joueur sur lequel on peut pas passer à côté. De nouveau, on le voit cette saison, sans Tonali, qu'est-ce qu'on aurait été embêté au milieu de terrain pour aligner tous les matchs qu'on a alignés. Donc, pour moi, Tonali, c'est un joueur que je prolongerai déjà parce que je l'aime beaucoup dans son style de jeu. Et ensuite, pour moi, c'est un joueur qui va toujours monter en puissance. Il est très jeune, il a une marge de progression immense. Donc, pour moi, c'est un joueur, on s'est battu pour l'avoir. Maintenant, là, on a la possibilité de le garder et il faut absolument le garder. C'est un joueur, Théo, que Maldini lui a rendu service en ne le payant pas 60 millions à Brescia. Les 35 millions investis et encore sous une forme de 10 millions de prêts, plus 15 millions, plus 10 millions. Donc en soi, avant qu'on tape dans les bonus, c'est un joueur qui vaut 25 millions. Ça le met en confiance et ça lui permet de ne pas en faire un joueur surcoté. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Le premier, il est financier pour analyser l'apport de Sandro Tonali, tu le relèves très justement. Maintenant, il y a voilà, cette différence de statut.
Yann le disait très justement. Tonali franchit un cap. Tonali n'est plus le même joueur et meilleur milieu de terrain à Brescia qu'il est au Milan AC. C'était un milieu, on en avait parlé dans les précédentes émissions, qui jouait pas du tout dans le même dispositif du côté de l'ancien promu. Il doit se faire un nouveau statut, il doit dépasser ses principes de jeu, sortir du cadre du relayeur qui ne fait que quelques passes latérales et est globalement plus présent à la récupération de balles que dans la proposition offensive. C'est un joueur qui a tellement de pistes de développement que maintenant c'est de la clémence qu'il faut, je pense. C'est sûr que si au bout d'1 an et demi, on n'aura toujours pas les résultats attendus, je pourrais comprendre les regrets de Maldini parce que c'est quand même 35 millions sur un joueur qui n'est qu'un 2000. Maintenant, sur les 6 premiers mois, on a vu des belles choses, on en a vu des moins belles. Mais globalement, de ce que j'avais vu à Brescia, des promesses qu'on en a et de son jeune âge aussi, il faut quand même le préciser, je ne suis pas inquiet pour les jours à venir de Sandro Tonali au Milan. Très bien. Et puis on va finir du coup sur la 5e recrue et le Norvégien Jens Peter Hauge. Le mystère un peu autour de ce joueur que voilà, pareil, on n'a pas des attentes ultra élevées, juste de savoir que c'est un joueur très talentueux. Mais quand on voit le prix qu'on l'a pris au Bodo Glimt, 4 millions je crois, 4 ou 5 millions, on a aussi peut-être des attentes trop élevées. Mais ce qui est frustrant avec ce joueur, c'est qu'il excelle en Ligue Europa le jeudi et c'est encore très faible et très frileux en championnat le week-end, Théo? Ouais, c'est typiquement le genre de profil qui profite uniquement face à des défenses où il y a beaucoup d'espace et pas forcément d'intensité physique. Il a eu des bons gros clients en Serie A tout au long de la saison. Et si ce n'est le match face au Napoli où je me souviens qu'il avait vraiment survolé, Oui. le résultat, c'est difficile pour le Norvégien. Maintenant, voilà, je pense vraiment que pour ce joueur, tu disais très justement qu'on a acheté très peu, la confiance en Europa League peut lui permettre d'avoir le même rendement en championnat. Donc j'espère que les 16e qui vont arriver au mois prochain en C3 vont lui permettre de se relancer. C'est ce qui l'avait aidé en première partie de saison à enchaîner les titularisations. Mais maintenant, voilà, on sait que c'est un joueur qui a des qualités, mais qui ne va pas pouvoir éternellement se reposer dessus. J'en suis pas au même constat que lui, que j'ai avec Castillejo, où globalement il se repose sur son dribble intérieur-extérieur que tout le monde connaît. C'est un jeune joueur, il débute, c'est une marge qui est quand même énorme entre le championnat norvégien et la Serie A. Donc on va lui laisser du temps. C'est un transfert qui en plus nous aura coûté absolument rien. Transfert qui en plus était sorti de nulle part parce que les joueurs qui marquent face au Milan et qui signent ensuite Un après, il n'y en coup a de cœur, pas quoi. Un coup de tous cœur. les 4 matins. Mm. Donc on va lui laisser du temps. Mais pour l'instant, moi j'attends voilà, le retour de l'Europa League pour espérer que mentalement il franchisse ce cap et qu'il ait cet impact physique, ce vice sur tous les matchs. Mm. Avec du coup le retour de Leao, de Rebic et l'arrivée de Mandzukic qui on sait peut jouer aussi bien buteur que milieu gauche. Est-ce que l'avenir Yann, de Jens Peter Haugen ne se situe pas à droite quand on voit un peu les faiblesses de Castillejo et Selmakers, voilà, qui ne sera pas non plus un titulaire indiscutable et qui ne jouera pas les 38 matchs de la saison. On sait qu'il a joué une vingtaine de matchs au Bodo Glimt milieu droit. Est-ce que c'est peut-être pas là qu'il doit se développer le joueur norvégien? Personnellement, je suis un peu sceptique sur son apport sur le côté droit. Lorsqu'on l'a vu performant en Europa League, certains ont déjà qualifié son geste de spécial Auge. C'est vraiment sur ce fait de tout à coup revenir sur son pied droit et de. D'enrouler. Ouais, c'est vraiment sa spécial Auge, de revenir sur son pied droit, d'essayer de centrer, de faire une passe ou de tirer dans le petit filet opposé. Je suis pas forcément convaincu que le mettre à droite, ça puisse plus Faudrait l'aider que essayer. ça. Pourquoi pas essayer. Après, moi, je le vois un peu. Auge, j'en parle souvent hein, dans les podcasts de la rigueur tactique de Serie A. Et pour un joueur qui vient de Norvège, qui est quand même un plus petit championnat, qui est très jeune aussi, qui parle pas du tout la langue, hein, le norvégien et l'italien, aller essayer de me faire des parallèles entre ces deux langues, c'est impossible. C'est compliqué. Donc, il nous a déjà montré de belles choses en Europa League. Je suis déjà content pour ça. Après, je pense que c'est aussi un joueur, il faut vraiment lui laisser du temps. Il faut vraiment lui laisser du temps de s'adapter,
Après, ce qui est dommage dans le foot de nos jours, c'est qu'on n'a pas non plus trop notre temps. C'est un foot qui va très vite, qui évolue très vite avec un nouvel achat, une nouvelle venue, une nouvelle recrue, un départ, une blessure. Et malheureusement, je pense qu'il n'aura pas sa chance encore des années ici s'il continue sur cette lancée. Mais je pense qu'au moins jusqu'à la fin de la saison, il faut encore lui laisser le temps, lui laisser des petits matchs. Et puis on l'a vu, hein, il est capable de grandes choses. On l'a vu face à Naples, on l'a vu en Europa League. Donc voilà, laissons-lui le temps et voyons comment ça évolue. Bah, moi, j'ai envie de le voir à droite. J'ai envie qu'on se force un peu à le mettre à droite sur des bouts de match parce que Castillero, il est parti pour rester quand même après le mercato estival, sauf grosse offre. Je pense que c'est un joueur qui restera parce qu'il est important dans la rotation de Pioli. Mais j'aimerais bien voir Aogué parce que si notre effectif venait à être au complet, son avenir va vraiment s'assombrir du côté gauche parce que Rebic et Leao sont déjà en concurrence. Mandzukic va pouvoir aussi peut-être mettre son grain de sel, en tout cas sa patte sur cette position à gauche. Et du coup, Aogué arriverait comme 4e joueur. Et avec l'arrivée des gros matchs en Ligue Europa, petit à petit, là, voilà, il va jouer face à Belgrade sur le prochain tour. Mais si jamais on arrive face à des équipes du top 5 ou des équipes portugaises ou anglaises ou quoi, c'est peut-être des joueurs comme Rebic ou comme Leao qui vont prendre cette place à gauche. Si on a un Salmakers ou un Castillero en rotation à droite, et ben, c'est pas sûr qu'on revoit Jens-Peter Aogué dans la saison, un peu plus tard dans la saison. Donc moi, j'aimerais le voir à droite parce que je pense qu'il a beaucoup plus d'avenir que Castillero dans notre club. On a vu que Maldini refusait de le prêter parce qu'il pense qu'il peut progresser plus vite avec nous que dans un club rival en Serie A ou ailleurs. Donc je pense qu'il y a cette volonté de faire de Jens-Peter Aogué un élément important là pour le futur à long terme, je pense. Mais moi, j'aimerais le voir. Il est encore jeune, il a encore le temps de s'adapter à un poste qu'il connaît déjà un peu. Donc j'aimerais bien le voir à droite en concurrence avec Salmakers. Je pense que ce serait pas mal. C'est un joueur qui a envie, on l'a vu dans l'avion prendre des cours d'italien quand les autres mettaient la musique, par exemple. Donc, c'est un joueur qui a vraiment envie de s'adapter à ce championnat, qui a envie de réussir. Je pense qu'il mesure la chance aussi de venant d'un petit pays, d'une petite nation et d'un petit club dans un petit championnat. Il mesure la chance d'arriver au Milan, d'avoir fait ce match incroyable sur la scène européenne qui l'a fait recruter à l'AC Milan. Et je pense qu'il a envie de s'adapter. Donc, ce n'est pas un joueur qui va, comme à l'instar de Paqueta, refuser de jouer milieu droit, milieu centre, milieu gauche. C'est un joueur qui va vraiment vouloir s'adapter. Et je pense que si jamais on le met à droite, il ne rechignera pas et il fera en sorte de progresser à ce poste-là. Je suis assez optimiste là-dessus. Voilà, messieurs. Merci. On a fait le tour de ce mercato estival. L'émission sera peut-être un peu longue, mais ça fait tellement plaisir de parler de ce Milan qui est premier du classement, qui va le rester, qui est officiellement avec 3 points d'avance et avec les confrontations directes qui sont prioritaires à la différence de but en Italie et champion d'hiver. À la fin de cette phase aller, on fera un bilan de cette phase aller aussi un peu plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine avec notamment un invité, je vous en dis pas plus, mais il y aura un invité assez sympa. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos avis sur ces recrues estivales qui ont tenté en tout cas de s'imposer à l'AC Milan. Et puis messieurs, je vous retrouve dimanche, samedi, mais l'émission sortira dimanche face à l'Atalanta pour ce dernier match aller. En attendant, prenez soin de vous et puis forza Milan, ciao. Ciao tout le monde.